Bienvenue dans la Zone Fantastique, un podcast proposé par le Blog du Cinéma, où il est question, comme son titre le laisse supposer, de cinéma fantastique. Chères auditrices et chers auditeurs, bienvenue dans la Zone Fantastique. Je suis en compagnie d'Elvina Jekyll. Bonjour. Et on a également avec nous Red Arrow. Bonjour. Voilà, alors comme vous l'entendez, Red Arrow n'est pas dans la même pièce que nous, hein. Il est perdu quelque part dans une dimension lointaine et obscure, hein. On n'arrive pas vraiment à le localiser. Alors dites-moi, est-ce que l'un de vous deux a déjà rencontré H.P. Lovecraft ? Moi oui. Il est sympa ? Il parle pas beaucoup. Ah ouais, c'est le problème avec Lovecraft, il n'y a pas beaucoup de dialogue. Donc cette question parce que on va parler aujourd'hui de Ghostland, un film réalisé par Pascal Laugier et sorti en salle en 2018. Patrick had a vague feeling something was about to happen. Something in the breeze of twilight had whispered, "It's going to happen tonight." Are you just passing through? No, we're moving here into Aunt Clarice's house. Okay, what's the story about? Some guy's been breaking into people's homes, murdering the parents, and sparing the daughters. He stays in the house with her, along with the parents' dead bodies. I like to write stories. Alors est-ce que l'un de vous deux pourrait me faire un pitch ? Alors on va dire que c'est une mère et ses deux filles qui sont en train d'emménager d'ailleurs dans la maison d'une tante décédée. La maison est très bizarre et elles sont soudainement attaquées par des inconnus. Ouais. Voilà, il faut pas en dire plus. Si, que la mère c'est Mylène Farmer. Ça c'est important. Ouais, je pense que ça a son importance parce que je pense que le film s'est monté aussi sur le nom de Mylène Farmer au casting. En 2018, si je dis pas de bêtises, Ghostland c'était le film français le plus vu dans le monde. On a tendance à l'oublier, mais les films de genre français se montent aussi financièrement sur cet argument. C'est-à-dire que le producteur, quand il va voir les décideurs, les financiers, peut toujours arguer que le film va avoir sa carrière à l'international. Il peut dire, voilà, c'est pas une grosse comédie vouée à faire 3 millions d'entrées sur le sol français, mais il va se vendre un peu partout dans le monde et faire quelques entrées dans plein de pays différents. Donc pour aller au bout de cette logique, je pense que Pascal Laugier a fait exprès de prendre Mylène Farmer, qui est quand même une pop star, quoi. Au-delà d'une chanteuse, c'est quand même une vraie personnalité, une des rares pop stars qu'on ait en France et qui, je pense, est quand même connue, a quand même un public à l'étranger. Et là, il s'agissait de monter une production franco-canadienne. Le film est tourné au Canada. Et si je dis pas de bêtises, Mylène Farmer est canadienne. Elle est native du Canada. Oui, oui, elle est canadienne. Voilà, et donc là on est sur un film franco-canadien tourné en langue anglaise, et voilà, je pense que ça joue aussi sur la persona publique de Mylène Farmer. Alors Elvina, quand je t'ai proposé qu'on mette un film français dans notre sélection, en tout cas un film réalisé par un talent français du cinéma de genre, du cinéma fantastique ou du cinéma d'horreur français, t'as choisi Ghostland. Tu peux m'expliquer pourquoi ce choix ? Parce que tout le monde parle de Martyr, de Pascal Laugier comme étant la référence française en matière d'horreur et compagnie. Je suis d'accord, hein, il est très bien, très apprécié à l'étranger. Mais si je devais choisir un film d'horreur très très bon dans la filmographie de Laugier, moi je choisirais Ghostland pour le coup. C'est vraiment le film qui pour moi est le plus abouti, qui ne survole pas son concept, qui ne joue pas que sur des images trash et images gore, parce qu'il est quand même un peu violent, hein, Ghostland, faut dire ce qu'il est. Pas autant que Martyr, mais violent quand même. Et non, je le trouve parfait ce film. C'est vraiment, ça a été une grosse claque de le découvrir et je le trouve 1000 fois plus supérieur à Martyr et malheureusement beaucoup moins connu. Red Arrow ? Oui, moi aussi, je l'ai découvert au cinéma à sa sortie. J'ai énormément aimé. J'adore Pascal Laugier déjà d'origine. Hein. Et celui-là, j'ai même trouvé que c'était un petit peu un medley ultime de sa filmographie. En fait, c'est quelques œuvres, parce qu'il n'en a pas fait tant que ça. Je crois que c'est juste son 4e long métrage, pardon, si je me trompe pas. Après, j'aime Martyr, j'aime The Secret aussi. Il est souvent oublié avec Jessica Biel. J'aime beaucoup. Ça, c'était plus une production américaine, me semble-t-il. Mais en tout cas, oui, je suis très fan de Laugier. Ouais, c'est intéressant le cas de Ghostland parce que avant sa sortie, Pascal Laugier était surtout connu pour Martyr. Martyr, ça s'inscrivait dans les années 2000 dans cette génération de films, cette collection surtout initiée par Canal+, qu'on a appelé les French Frayeurs. Il y a eu également le terme French Extremist qui a été créé par Jonathan Bromley, un critique britannique. Alors, dans ce terme, il brassait large. Il regroupait à la fois Gaspard Noé, Yann Kounen, Marina Devan, Claire Denis et également donc
donc des auteurs de French Frayeur comme Bustio et Maury, comme Xavier Jeans, comme Pascal Laugier. Voilà, c'était une période dans le cinéma français où il y avait vraiment l'expression d'une rage, on avait l'impression dans cette génération de cinéastes, d'un désir de cinéma très fort, et ça s'exprimait par des projets qui étaient très, on va dire, cathartiques, c'est-à-dire ça jouait beaucoup sur la catharsis. T'allais voir sur grand écran des véritables calvaires, des véritables... Calvaire d'ailleurs c'est le titre d'un film de Fabrice Duvels qui s'inscrit aussi dans cette période. T'allais voir des films voilà, où tu savais qu'il allait avoir du sang à l'écran, de la violence, que les personnages allaient subir voilà, des sévices, des tortures, allaient vraiment vivre des moments très éprouvants. C'était éprouvant pour le protagoniste et c'était éprouvant pour toi aussi spectateur, et ça te permettait d'expulser des choses, du stress, des angoisses, des peurs, des ressentiments, voire de la colère. Ça te permettait d'expulser tout ça. Il y avait vraiment un travail cathartique, un travail de exutoire. Je me souviens que Pascal Laugier avait dit à l'époque de la promotion de Martyr, il avait dit dans une interview qu'il avait rencontré une jeune femme qui lui avait dit: j'ai eu très peur et j'ai beaucoup pleuré pendant le film, mais ça m'a fait du bien. Et Laugier disait voilà, c'est exactement ce que je cherchais comme effet sur le spectateur. Donc Martyr avait eu vraiment pas forcément un très gros succès en salle, mais en tout cas il avait vraiment créé la sensation. Puis il y avait eu toute une affaire de censure avec la commission de censure du CNC. Bon bref, il y avait eu tout ça qui donnait une aura sulfureuse à Martyr. Puis il y avait aussi le fait qu'on était en pleine mode du torture porn à l'époque et que Martyr était un peu présenté comme une espèce de terminus, de film définitif du torture porn, le film qui allait pousser jusqu'au bout la logique du torture porn, tout en faisant le commentaire, tout en faisant une analyse, tout en faisant la réflexion. Donc voilà, ça a fait la réputation du film. Finalement, c'est vrai qu'on parle un peu moins de Ghostland, qui pourtant, je pense, a eu plus de succès en France. Je crois qu'il a fait 250 000 entrées en France, ce qui pour un film de cette catégorie budgétaire et pour un genre comme celui-ci est vraiment un succès assez clair. Il y a quelque chose de très intéressant dans le cinéma de Pascal Laugier, qui était déjà présent dans Martyr. Dans Martyr, on avait cet antagoniste, cette menace, ces tortionnaires. Il y avait une composante sectaire dans cette histoire. Et là, on le retrouve aussi dans Ghostland sous une forme différente, mais on a aussi des personnages principaux qui vont vivre un calvaire, qui vont subir des sévices. Il y a une question qu'on se pose, et je vais crever l'abcès, c'est la question autour du viol. Parce que dans le cinéma de genre, c'est toujours compliqué d'aborder le viol. Alors, soit on le pose clairement dans le récit, soit c'est un événement du récit, ou un enjeu, ou une menace clairement posée dans un récit, le viol, et là on tombe dans le rape and revenge, comme dans La dernière maison sur la gauche par exemple, ou Day of the Woman. Voilà, soit le viol est clairement posé, soit il est, il est pas éludé, mais il est traité de manière détournée, pas forcément de manière explicite. Il peut être traité de manière symbolique, une robe déchirée. Dans Green Inferno qu'on a traité avec Elvina, il y avait tout ce qui se passait dans la dernière partie autour de l'excision. Voilà, ça se rapporte aussi d'une certaine façon au viol, par ce qu'elle va subir dans son intimité, dans une atteinte de son intimité, dans une dégradation de son corps physiquement, au niveau de ses parties intimes. Voilà, le viol, c'est toujours compliqué de le traiter dans le cinéma de genre. Je me souviens pour anecdote que Martyr, je l'avais recommandé à des spectateurs qui n'étaient pas forcément des spectateurs fans de ce cinéma-là, fans de French Frayeur, fans des French extrémistes, mais je leur avais vendu le film à travers les épreuves que subissaient les héroïnes, et l'un d'eux m'avait demandé mais rassure-moi, il n'y a pas de viol. Et je lui ai dit non, il n'y a pas de viol, ça fait pas partie du processus dans le récit de Martyr, mais voilà, t'es obligé de te poser la question parce que dans Martyr, comme ici dans Ghostland, tu as affaire à de jeunes protagonistes, des jeunes femmes en danger, vulnérables, fragiles, qui se retrouvent face à des agresseurs masculins, et tu peux te demander si ça ne va pas faire partie, hélas, des épreuves qu'elles vont vivre dans le film. Alors là, à la différence de Martyr, elles échappent pas au viol, c'est assez clairement exprimé dans le film, et c'est très troublant d'avoir ces agresseurs dans le film qui sont un peu à la croisée des genres, à la croisée des tons dans le cinéma de genre, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois présentés comme des boogeymen, des personnages clairement de films d'horreur, avec un côté grotesque, avec un côté exagéré, avec quelque chose qui est vraiment là pour susciter l'horreur. Ils sont tous les deux assez marqués graphiquement, on peut dire, et ils surgissent un peu de nulle part. Ils arrivent avec une camionnette de marchand de glace, si je dis pas de bêtises. Ils débarquent dans ce décor qui est un décor gothique. Ils surviennent vraiment comme des personnages de films d'horreur surnaturels, on peut dire, comme des personnages qui jaillissent d'un cauchemar, et en même temps ils ne sont pas fondamentalement surnaturels. Ce sont quand même deux êtres de chair, deux personnages d'agresseurs. Il y a cet agresseur qui est un espèce de colosse mutique, presque animal, qui s'exprime qu'en grognant, et il y a l'autre agresseur est plus étrange, plus androgyne, difficile à cerner, sans doute plus vicieux, alors que l'autre est plus pulsionnel, on va dire. Et voilà, et c'est d'autant plus perturbant ce qui
va arriver aux héroïnes, qu'on ne sait jamais vraiment dans quel univers, dans quel degré de genre on est. On n'est pas vraiment dans des personnages qui sont des personnages de rape and revenge, qui sont des agresseurs qui pourraient survenir dans le quotidien. C'est pas des agresseurs qui ressemblent à ceux de La Dernière Maison sur la gauche. C'est pas des personnages qui viennent d'un vigilance movie. C'est pas un petit gang de rue. C'est pas des petits délinquants ou des pervers, mais qui sont ancrés d'une certaine façon dans une certaine réalité, dans une certaine vraisemblance. Et c'est pas non plus totalement des créatures de cauchemar totalement irréalistes. C'est pas Freddy Krueger. D'ailleurs, Freddy Krueger, c'est intéressant parce que c'est un pédophile en fait, mais c'est pas posé aussi frontalement dans la saga des années 80. C'est un peu plus présent dans le remake des années 2010, mais dans la saga, on te le présente comme une créature de cauchemar, mais on parle de manière détournée du côté pédophile. Son statut de boogeyman sert à exacerber sa figure maléfique de pédophile, à la rendre plus grotesque, à la rendre over the top. Et voilà, et là on a des personnages comme ça très ambigus, et ça participe aussi de l'ambiance du film, du décor du film. On a le décor de cette maison, là c'est tourné au Canada, mais bon, ça pourrait être une maison qui se trouve en Nouvelle-Angleterre, qui se trouve dans le nord des États-Unis. Ça fait un peu fun house, tu sais, ces espèces de maisons avec plein de miroirs partout qu'il y a dans les parcs d'attractions, tu sais, c'est le genre de truc où t'as des décorations de partout, des petits clowns, des poupées, des machins, alors que le reste de la maison est assez cosy, comme tu dis, que ce soit la cuisine ou quoi que ce soit. C'est une maison avec, en plus, je crois, des meubles assez beaux, assez anciens, mais il y a ce côté un peu fun house, je trouve, qu'on peut retrouver dans les parcs d'attractions. Ouais, et puis elle est très étrange cette maison parce que par certains aspects, comme tu dis, par le côté fun house, elle peut être vraiment inquiétante, et à d'autres moments, je la trouve presque attrayante, je la trouve presque cosy. T'as presque envie d'être dans ce décor, c'est étrange, mais elle peut te paraître aussi élégante, confortable, rassurante d'une certaine façon, baignant dans une atmosphère qui te paraît pas si malsaine que ça. Mais je pense que ça participe, j'aurais dû commencer par ça participe du fait que le film, en fait, on le suit du point de vue de la protagoniste qui s'appelle Beth, la fille du personnage que joue Mylène Farmer. Et ça, c'est très intéressant aussi dans Ghostland, c'est que en fait, on a donc cette famille qui emménage dans cette maison, cette mère et ses deux filles. Il y a Beth et il y a Vera. Alors, je pense que c'est Vera qui est l'aînée. Vera, c'est l'adolescente un peu plus classique, je dirais. C'est une adolescente qui est intégrée socialement, qui a des préoccupations de son âge, qui est la mauvaise parce qu'elle a dû déménager et quitter son petit copain, quitter le lycée dans lequel elle était intégrée jusque-là. Et sa sœur Beth, elle, c'est une ado un peu plus freaks, quoi. C'est une ado un peu plus étrange, qui aime écrire des histoires horrifiques à la façon de H.P. Lovecraft, qui est une solitaire, qui est une littéraire, qui a des goûts pour l'horreur, pour l'épouvante. Et donc, comme on suit son point de vue à elle, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on suit le point de vue de la marginale, en fait. Et la marginale, elle est présentée comme l'héroïne du film. Donc ça, c'est intéressant, ce déplacement de point de vue. Et la maison, elle épouse un peu la vision de Beth, qui, elle, du coup, se sent sans doute plus à l'aise dans ce décor, qui est un décor gothique, dans lequel elle peut projeter son univers horrifique, d'épouvante, son univers fantastique, alors que Vera, elle, forcément, se sent beaucoup moins à l'aise dans cet environnement et regrette sans doute son ancienne maison qui était probablement dans un décor plus contemporain. Et voilà, et donc ça, c'est très intéressant, le point de vue qu'on suit, qui est le point de vue de Beth, qui donc, dans ce décor, dans ce qui va se passer dans le film, dans cet univers horrifique, en fait, a davantage les armes que sa sœur pour se défendre. Ça va être tout ça l'enjeu du film. Ça va être à elle de montrer qu'elle maîtrise cet univers et qu'elle a davantage les armes pour se sortir de cette affaire que sa sœur, et que c'est elle qui va vraiment se placer comme la protagoniste de cette histoire, même si ça va être un chemin compliqué, fait de déni, fait de zones d'ombre. Tu l'as évoqué déjà avec Martyr, oui, on trouve déjà cette folie barbare, on va dire, confrontée à l'innocence humaine. Et je trouve aussi que Ghostland reprend aussi la structure narrative qu'avait son deuxième film, The Secret, où justement les faux semblants vont jouer un rôle à part entière dans cette histoire, avec un renversement de situation en cours de route. Et c'est peut-être juste la limite que j'aurais à mettre à Ghostland. Si on connaît un peu le cinéma de Logier, on peut s'attendre à ce qu'il se passe quelque chose à un certain moment du film, à un point clé de sa structure en tout cas. Moi je le trouve peut-être même plus violent que Martyr en tout cas, parce que vraiment les assaillants ont quelque chose même de la caricature barbare. Je pense même à du Rob Zombie, ce côté excessif autour de ces agresseurs. Mais il arrive tout de même à les ancrer dans le réel, ce que Zombie ne fait pas. Il leur donne toujours quelque chose de cartoonesque, du moins dans sa trilogie, The Devil Rejects, La Maison des Mille Morts, tout ça. Et là il arrive quand même à les ancrer dans le réel, alors que ce sont des monstres, c'est vraiment des boogeyman de films qui ne devraient pas être dans la réalité, où on évoquait la camionnette de glace et tout, qui ont tout un attirail qui fait penser à quelque chose en dehors de notre réalité en tout cas.
Oui, c'est assez périlleux ce qu'entreprend Laugier avec Ghostland. C'est différent de Martyr parce que Martyr, c'était comme une expérience en laboratoire, dans un milieu stérile, dans un contexte esthétique, dans un contexte social assez épuré. On avait l'impression qu'il dépeçait son récit, qu'il allait au cœur du concept. C'est un film assez conceptuel en fait, il allait au bout d'un concept, mais dans un milieu assez clinique, assez stérile. C'est comme une expérience en laboratoire, si vous voyez ce que je veux dire. Là, l'exercice dans Ghostland, je trouve qu'il est encore plus difficile parce que il fait appel à tout un décorum gothique, un décorum qui épouse psyché de son héroïne, l'état d'esprit de son héroïne, la culture de la protagoniste Bess, et du coup il doit jouer tout le temps sur différents, je dirais, niveaux de cinéma de genre, différents degrés de cinéma de genre. Il y a quelque chose qui parfois paraît un petit peu grotesque, un petit peu exagéré, magnifié, qui penche du côté du cinéma fantastique, de l'héritage fantastique et de Laugier et de Bess, mais très souvent dans le récit, le spectacle éprouvant que l'on voit, on peut pas le mettre à distance par le gothique, par le recours au fantastique. Un coup porté doit faire vraiment mal, doit faire mal frontalement d'une certaine façon. Je suis toujours embêté de parler de Laugier parce qu'en fait, quand je vois un film comme Ghostland, je trouve que c'est un film très réussi et en même temps, je sais pas vraiment à quoi ça tient. J'aurais du mal à sortir de mon sac tout un argumentaire déjà préparé et vous dire voilà, les coutures elles se trouvent là, le double fond il se trouve là, la clé du mystère elle se trouve là. Je vois les différents ingrédients qu'il met dans sa recette qui d'une certaine façon est une formule assez attendue en fait. Le film tient sur peu de choses, c'est pas un film très complexe, très sophistiqué, à part dans son jeu sur la narration, sur la temporalité qui est intéressant, mais voilà, c'est un film qui est évidemment réussi, voilà, à l'évidence il nous apparaît réussi, et c'est ça qui est assez fort en fait finalement, il y a une certaine efficacité, il y a une certaine évidence dans la réussite de son projet et aussi une certaine sincérité je pense. Oui, après, tu sais, tu te demandais pourquoi au fond ce film il était, tu sais, si bien, pourquoi il nous parlait tous. Je pense que c'est justement à travers le personnage de Bess, et sans tomber dans le fanservice grotesque, en fait il arrive à nous servir ce qu'on aime. Les fans de ciné de genre sont pas inconnus à Lovecraft, et Lovecraft on en a à foison dans ce film-là. Les décors, comme tu dis, avec des espèces de pantins, de poupées, tu sais pas si c'est un peu rassurant ou si c'est un peu flippant. Les espèces de boogeyman qui en même temps font pas réalistes mais qui pourtant s'inscrivent dans une réalité. Le film nous sert un peu tout ce qu'on aime finalement. Il y a des scènes un peu trash, ça fait peur parce que ça semble quand même réaliste. C'est un truc qui, hors la dégaine des mecs, pourrait arriver en fait. C'est un truc qui arriverait parfaitement en France, qui s'inscrirait parfaitement dans un décor français comme américain, comme canadien. Et je pense qu'en fait, voilà, faut pas chercher plus loin. Le film, il nous offre tout ce qu'on a envie de voir, tout simplement. Il est bien construit, il y a une espèce de twist, il y a des images gore, il y a des frayeurs, et l'univers en lui-même nous parle. Tout simplement. Et j'ai l'impression que sans tomber dans le grotesque, à nous mettre à foison des espèces de clowns ou je ne sais pas quoi, des jumpscares toutes les 5 minutes, il a réussi à nous pondre un film d'horreur qui bascule entre différents genres et différentes choses qu'on a déjà vues. Voilà, mais en mieux, en fait. Et puis c'est un film qui, au final, est très émouvant. C'est-à-dire qu'on est sur un film violent, gore, éprouvant, et au final, on sent vraiment une émotion, on est vraiment cueilli par l'émotion grâce au parcours émotionnel du personnage de Bess, en fait, qui fait écho à notre cinéphilie, à notre goût pour l'horreur, pour l'épouvante, pour le fantastique aussi. Voilà, on a un personnage principal qui a le désir d'écrire, qui se reconnaît dans une culture horrifique, dans la culture d'H.P. Lovecraft, et qui va vivre une expérience traumatisante qui va enrichir en fait son désir d'écriture. Il y a toute une question, est-ce que je veux fuir ce qu'il y a de plus sombre, de plus horrifique dans la vie, ou est-ce que au contraire je veux d'une certaine façon m'approprier, dompter ce qu'il s'est passé, les événements de ma vie, essayer de magnifier, de transcender, de sublimer l'horreur. Et ça, je trouve que c'est très émouvant avec ce personnage qui est très jeune, qui est encore en apprentissage émotionnel, on va dire. Voilà, c'est un très beau film qui justement parle de l'horreur, parle de la littérature horrifique et du cinéma d'horreur. C'est un film d'une certaine façon assez méta, mais un méta très intelligent et très sincère, pas du tout dans quelque chose de cynique, d'ironique ou de petit malin. Ça te parle avec sincérité, ça te dit voilà, qu'est-ce qu'on aime tous, toute notre communauté, on va dire, de cinéphiles, dans laquelle Pascal Laugier se reconnaît. Qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on recherche et pourquoi ces images violentes, cette noirceur ou ce goût pour le surnaturel, le besoin de recourir à un surnaturel pour expliquer les choses qui sont absurdes, violentes, injustes. Il y a un discours autour de ça que je trouve très intéressant, sans être prise de tête, qui est viscéral plus que cérébral et émotionnel, quoi. Je trouve que c'est très réussi avec un très beau plan sur une machine à écrire vers la fin du film, voilà, qui résume un peu tout le parcours du personnage de Bess. Voilà, je trouve que c'est un film assez fort sur la thématique, affronter la violence pour dompter la part d'ombre qu'on a en soi et trouver une résilience
résilience face au traumatisme et régurgiter sous la forme d'une culture ce qu'on a vécu d'horrible dans nos vies, ce qu'on voit d'horrible dans le monde pour ne plus se sentir impuissant. J'adore ce contraste saisissant, les échappées poétiques en son sein, avec laquelle il appuie sur des détournements d'images enfantines vers une horreur complètement viscérale. Il arrive à trouver une sorte de chemin sinueux entre ces deux extrêmes qui est absolument saisissant. Il faut voir un peu le film comme une sorte de conte, en fait, comme une sorte de, je sais pas, d'Alice au pays des merveilles à rebours, enfin, comme si Alice se réfugiait dans un tunnel cathartique, on va dire. Jane? What? Hello? Hello? Jane, I can't hear you. Si vous avez apprécié cette émission, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve prochainement pour de nouveaux épisodes. À bientôt!